Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, on va parler de ma progression dans le trail, de comment je sais que j'ai progressé. Tu vas voir, ça pourrait être intéressant pour toi aussi de le mettre en place. Quels entraînements globalement j'ai suivis, je vais t'expliquer un petit peu tout ça pour que toi aussi tu puisses progresser. Mais avant ça, si tu me connais pas, je m'appelle Kevin, je donne beaucoup de conseils sur Instagram, des trucs très courts, très ludiques sur la gestion de l'entraînement, la gestion des blessures, la gestion de la récupération. Et avec cette chaîne YouTube, je te partage tout mon parcours vers l'ultra trail. Comment j'essaye de progresser, la gestion de l'alimentation, la gestion des blessures, tout. Il y a beaucoup de guests, il y a beaucoup de personnes qui sont experts et très qualifiés dans leur domaine qui vont intervenir dans ces vidéos. Ça me permet de progresser et de tout te partager pour que toi aussi tu puisses progresser. Si tu l'as pas vu, dans cette vidéo, je te présente ma saison 2024, toutes les courses que j'ai envie de faire, toutes celles que je prépare et toutes celles que je risque fortement de te présenter. Du coup, comment je sais que j'ai progressé? En fait, j'ai fait un truc qui est tout simple et que je t'invite fortement à faire. C'est tout simplement de prendre une distance, de faire un trail chez toi, que tu connais bien, et de le refaire peut-être 3, 6, 9 mois après l'avoir fait. Ça te permettra de voir le temps d'écart que tu as entre les deux, et même si tu n'as pas forcément de temps d'écart, tu auras forcément des différences, et ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai fait de mon côté, et tu vas voir que la différence, c'est folle. Donc ça fait pratiquement 1 an que je cours. Généralement, c'est dans cette période où on progresse le plus. Donc évidemment, si tu as couru depuis 10 ans, pas sûr que tu aies le même gain de temps, c'est normal. Donc, je prends mon ordi, je me retrouve sur Strava. D'ailleurs, si tu veux avoir mon profil Strava, c'est là que je poste tous mes entraînements en réalité. Donc je te le mets juste en description si tu as envie de checker ça. Donc je vais te présenter globalement les deux sorties. Les deux sont exactement pareilles. Je suis passé exactement au même endroit. J'avais pas les mêmes montres. C'est pour ça que tu pourrais avoir des petites différences de quelques mètres, quelques centaines de mètres sur la distance et quelques mètres sur le dénivelé. Donc là, c'est la première que j'ai faite. Tu vois, le dimanche 23 avril 2023. Et là, la deuxième que j'ai faite, du coup, le 26 janvier 2024. Il y a 9 mois entre les deux. C'est un parcours où il y a eu une première montée, une deuxième montée bien sèche, une descente du coup, parce qu'après avoir monté, tu descends, et après une troisième montée générale, et après tu redescends très progressivement. Personnellement, si tu me suis sur Instagram, tu as certainement dû le voir, que la montée, c'est clairement pas mon point fort. Mon point fort, c'est plutôt la descente. J'ai pas peur de tomber, on y va, et ça passe très très bien. Et justement, c'est dans ces montées-là qu'on va avoir une belle différence, tu vas avoir. Alors déjà, si je te reprends le premier trail que j'ai fait. Le titre que j'avais mis sur Strava, c'est sortie longue, très longue. Je l'avais subi cette sortie. Vraiment, je l'avais subi. Un des trucs les plus intéressants sur cette sortie, pour moi, c'est la gestion de l'effort que j'ai eu. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque. Tu vois qu'il y a une moyenne de 156 battements par minute. Ça, tu verras que c'est pas forcément un truc à prendre en compte. Ce qui va être intéressant, c'est la variation de cette fréquence. Et là, c'est intéressant. Tu vois que la fréquence cardiaque, elle évolue beaucoup. Elle monte très fortement quand je grimpe. Donc là, tu vois que par exemple, ma fréquence cardiaque monte jusqu'à 174, sachant que mon max c'est à peu près 185, je suis pied au plancher. Sur un trail, c'est pas forcément l'idée. Et tu vois que juste après, du coup quand je fais la descente, par exemple, je peux redescendre facilement à 140. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est on voit sur la première montée où je monte à 170 et après je redescends à 140 également. Je gère pas les montées, je m'épuise dedans et j'utilise les descentes pour me reposer. Globalement, c'est ce qu'on peut voir sur cette courbe. On le voit très bien ici. Là, je suis pied au plancher sur une montée bien sèche et juste après, dilettante. C'est pas dilettante, c'est repos, parce qu'en fait, tu as vraiment brûlé énormément de calories. En termes de comparaison, par exemple, si je prends la plus grande montée, donc sur Strava, elle s'appelle montée du sémaphore, globalement, tu peux voir que je l'ai fait en 20 minutes et 45 secondes. En réalité, ça va, avec une fréquence cardiaque moyenne de 167. Pas dingue. Encore une fois, j'étais vraiment pied au plancher là-dessus, je savais pas du tout gérer mon effort. Pied au plancher et en plus, même pas efficace, tu vas voir juste après. Tu vas voir en termes de descente. Là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si, oui ou non, j'ai utilisé la descente pour me reposer. Parce que, de base, même à cette date-là, les descentes, c'était quand même mon point fort. C'est là-dessus que je gagnais du temps. Mais là, tu vois, par exemple, si je te prends cette descente bitumée, donc c'est vraiment une route, tout simplement. Il y a une petite partie route dans ce trail. Tu vois que je la fais en 5 minutes 18 avec une fréquence cardiaque de 140. Cette descente, elle est après la deuxième plus grosse montée. Et donc, tu vois, je m'étais reposé là-dessus. Maintenant, l'objectif, du coup, sur un trail, que ce soit un trail assez court comme ça ou un trail plutôt long, c'est toujours de pouvoir s'alimenter, que ce soit en termes d'hydratation ou même de glucides, pour avoir un maximum de calories et de carburant pour l'effort. Globalement, sur cette sortie, j'avais pris de l'eau, mis du sel dans ma gourde et j'avais pris 2 gels. Donc ça me faisait à peu près 30 grammes de glucides par heure, ce qui est assez léger en réalité. Je savais pas du tout quand les prendre, comment les prendre. Je suis arrivé à la voiture à la fin, j'avais pris les 2 gels et j'avais bu 500 ml d'eau. Une seule flasque pendant 2h20. 2h20 cette sortie de 18 km. Ce qui en réalité est très peu. Pour te donner un ordre d'idée, généralement on dit qu'il faut boire une flasque
par heure en moyenne. Donc là, en gros, j'ai bu pratiquement plus de 2 fois moins que ce que j'aurais dû. C'est dommage. Donc, j'avais pas bu assez, j'avais clairement pas mangé assez, et ça s'est ressenti parce que à la fin, sur les 3-4 derniers kilomètres, impossible d'avancer. Là, malheureusement, on le voit pas forcément sur le graphique, mais en fait, je ralentis énormément à chaque fois. Et tu vois, il y a même des moments où je marche. Et là, tu vois, il y a une petite montée. Ça va être très difficile de la courir. Je vais alterner entre la course et la marche. J'ai aucun jus à ce moment-là, principalement par ma gestion d'effort désastreuse, mais aussi par mon manque de calories et mon manque d'énergie à ce moment-là. Ce qui ne sera pas du tout pareil avec la deuxième. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place entre les deux? Tu l'as vu, c'était ma première année de pratique. Et quand on est débutant, pour moi, la priorité, c'est toujours mettre de la fréquence. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo sur comment commencer la course sans se blesser et progresser, je pense qu'elle te sera intéressante si tu débutes ou que tu reprends la course. Donc je t'ai dit, la priorité, c'est de mettre de la fréquence d'entraînement, de s'entraîner très souvent, peut-être avec des tout petits volumes, mais de s'entraîner très souvent. À ce moment-là, tu vois, par exemple, sur pratiquement toute l'année, j'ai couru à peu près entre 4 et 6 fois par semaine. Généralement des tout petits volumes, comme je t'ai dit, mais entre 4 et 6 fois par semaine. Ma priorité, c'était d'habituer mes tissus à la course. Et j'ai augmenté très progressivement le volume, à raison d'environ 10% par semaine, grand max. Je sais que ça peut être un peu frustrant, je l'ai vécu, mais en réalité, si tu fais ça, tu te mets des bases tellement solides où tu ne vas pas te blesser et tu vas renforcer ton corps de manière tellement pérenne pour l'avenir que là, ça va être très intéressant. Évidemment, à côté de ça, je mettais quelques séances d'intensité, 1 à 2 par semaine, aussi très progressives. Et en réalité, c'est même pas forcément un entraînement hyper intense qui m'a permis d'améliorer le temps. C'est juste la régularité. Donc si j'avais un conseil à te donner, c'est de courir très régulièrement. Et du coup, on va pouvoir basculer sur l'autre sortie, celle que j'ai fait du coup début janvier de cette année 2024. Là, on va reprendre du coup le petit graphique que tu avais vu tout à l'heure. Mais on va remettre la gestion d'allure au centre du village. Donc là, je t'ai remis du coup la deuxième sortie que j'ai fait. Tu vois que ma fréquence cardiaque moyenne, déjà, elle est plus basse. Tout à l'heure, on était à 156 de moyenne, là, on est à 149. Il y a une différence d'à peu près 7 battements par minute. Sur la deuxième, j'avais une ceinture pour le cardio. C'est plus précis, mais 5-6 battements par minute, c'est pas forcément ça qu'il faut regarder. Parce que selon ce que j'ai mangé, comment j'ai dormi, beaucoup de choses qui rentrent en compte, même la température, faut pas vraiment regarder ça. Ce qui va être intéressant, ça va être justement la variation de cette fréquence cardiaque. 3, 2, 1, bam! Et là, moi je trouve ça très intéressant. Là, on voit qu'en fait, ma fréquence cardiaque, elle est pratiquement tout le temps la même. Je te remets l'autre, tu vois que elle varie beaucoup plus. Évidemment, tu vois que ça monte un peu plus fort pendant que je suis en montée parce que c'est toujours pas mon point fort et que ça redescend un petit peu quand je suis en descente. Mais ça redescend beaucoup moins fort et que ça monte beaucoup moins fort. Si je te reprends du coup l'exemple de la plus grosse montée, je monte, je crois, pas à plus, 167 juste sur un pic. Et après, on est vraiment toujours autour des 160 battements par minute. Là, il y a une différence de pratiquement 10-15, c'est énorme. Et surtout que tu vois que juste après, dans la descente, je me repose pas tant que ça, tu vois. Ma fréquence cardiaque, elle reste assez élevée, avec du 149, 150. T'as vu tout à l'heure, je t'ai parlé d'une montée. On va reprendre tous les segments Strava. Sur la même montée, tout à l'heure, je t'avais dit que j'avais fait un peu plus de 20 minutes pour la montée, avec une fréquence cardiaque assez élevée, une gestion vraiment pas folle. Là, on a pratiquement divisé par 2. Je tourne autour des 11,50 pour la montée. Je suis passé de 20 minutes 40, 11,50. Un gain de un peu moins de 9 minutes, mais avec une fréquence cardiaque beaucoup plus basse. Là, tu vois que j'étais à 161 battements par minute en moyenne sur cette montée, alors que la première fois, j'étais à 167. 161, 167. Je t'ai dit que c'était pas forcément hyper significatif, mais ce qui est intéressant, c'est que je te dise que la montée, je ne l'ai absolument pas subie comme la première fois. Déjà parce que j'ai mis pratiquement 2 fois moins de temps, mais surtout que mon effort était beaucoup moins intense. Et maintenant, si on reprend la descente sur route que j'ai faite, tu vois que je me suis pas reposé non plus. Au contraire, j'ai amélioré mon temps avec une montée plus rapide et une descente plus rapide. Donc je me suis pas totalement reposé sur la descente non plus, tout simplement parce que j'ai moins subi la montée et je perds 1 minute sur une descente qui fait 1 km. Donc en réalité, c'est beaucoup. Sachant que la montée d'avant, la première fois, je la fais en 10 minutes, la deuxième fois, je la fais en 7 minutes. Donc tu vois, j'ai gagné 3 minutes sur la montée, 1 minute sur la descente, juste sur une montée-descente comme ça, je gagne 4 minutes. C'est en réalité gigantesque. Surtout que c'est pas des trucs très longs, c'est 1,5 km, c'est gigantesque. Maintenant, pour cette deuxième sortie, ce que j'avais prévu en termes d'alimentation, tu vas voir, c'est le jour et la nuit. J'avais prévu 2 flasques, donc 500 et 500, donc 1 litre d'eau. Normalement, je peux tenir 2 heures. J'avais prévu 55 grammes de glucides par flasque et un gel de 35 grammes de glucides. Donc ça me fait
90 grammes de glucides à l'effort, donc les réserves énergétiques sont beaucoup plus grosses. Ça s'est senti surtout sur les derniers kilomètres où là, la deuxième fois, j'avais pas du tout cette perte de jus, j'étais en forme. Et tu le vois du coup sur cette deuxième sortie, j'arrive justement à accélérer le rythme, j'arrive sur du pratiquement 3,30 km, mais c'est une belle preuve que j'ai encore du jus. Cette séance ne m'a clairement pas aussi attaqué que la première. Donc avant de te montrer l'écart de temps, pour moi qui est gigantesque entre les deux, je te conseille vraiment de faire ce genre d'exercice où tu prends vraiment du temps entre deux sorties identiques pour pouvoir te comparer. Moi, j'ai pris 9 mois, t'es pas obligé de prendre 9 mois. Je pense que 6 mois, c'est quand même un minimum. Donc là, je te mets la première sortie que j'ai faite et la deuxième. Sur la première sortie, tu vois, 18 km, 2h20, avec les 900 mètres de dénivelé aussi. Et un truc qui est pas mal avec Strava, c'est qu'il mesure ton effort. Et en gros, grâce à ça, il sait si ta séance a été très dure ou pas. Tu vois que sur la première sortie, la mesure d'effort est à 246, ce qui est énorme. Alors que la deuxième, on est à 100. Pour Strava, l'effort a été 2,5 fois moins gros. C'est Strava qui le dit, on en fait ce qu'on veut, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Maintenant, l'allure. Tu vois que sur le premier, j'étais à 7,42 de moyenne. Évidemment, je suis pas à 7,42 tout le temps. 7,42, c'est le temps qu'il me faut pour faire 1 km en moyenne. Et sur la dernière, je suis à 6,15. 6,15, c'est une belle allure pour du trail. On est autour des 10 km/h de moyenne, avec du dénivelé, ce qui nous donne un temps, 2h20 pour ici, et 1h53 ici. Ça fait un gain de temps de 27 minutes. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc à part nourrir l'ego, ça montre juste que j'ai progressé, ça fait plaisir. Et ça permet aussi de voir qu'est-ce que j'ai à améliorer encore, notamment les montées. Ce que je vais faire maintenant du coup, c'est tout simplement que je vais refaire ce trail-là, peut-être dans un an, peut-être dans 9 mois, on va voir. Mais je vais le refaire plus tard, pour voir si j'ai progressé et si toute ma prépa pour l'ultra trail m'a aidé pour ce 18 km. Donc encore une fois, je te conseille vraiment de faire ce genre de comparaison. C'est vraiment intéressant. Mets-moi en commentaire si tu l'as déjà fait ou si tu comptes le faire. Pense à liker cette vidéo si elle t'a été utile ou intéressante. Abonne-toi pour pas louper toutes les prochaines vidéos sur En route vers l'ultra trail, une série trépidante. Mais aussi pour pas louper toutes les prochaines vidéos où j'explique beaucoup de choses sur les blessures, la prévention, l'entraînement. Ça se passe juste en dessous et moi je te dis ciao.